bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Nous voici au dernier débat entre candidats à l'élection présidentielle, débat proposé dans le cadre de cette campagne électorale par le Conseil supérieur de la communication. Je suis avec mon confrère Albert Nagreogo de Radio Omega pour l'animation ce soir. Bonsoir Albert. Bonsoir Peggy. Pour ce débat, nous sommes avec Maître Benewende Stanislas Sankara, candidat sous la bannière de l'UNIRPS, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, et M. Rabi Yamiogo, détenteur d'une procuration et qui représente M. Zéphirin Diabré, candidat de l'UPC, l'Union pour le Progrès et le Changement. Bonsoir à tous. C'est donc parti pour 60 minutes d'échange avec vous et nous commençons par Maître Benewende Sankara. Quel est le mécanisme de lutte contre la corruption véhiculé dans votre projet de société? Merci madame, merci monsieur. Je voudrais d'abord saluer cette occasion qui permet aux candidats de défendre leur projet de société, leur programme. Regretter que mon challenger, M. Diablé, ne soit pas là, puisqu'il s'agit quand même de la télévision nationale et que tous les Burkinabés, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, nous suivent. Mais comme c'est par procuration, je pense que nous aurons l'occasion, bien sûr, de confronter nos idées. Ceci étant, je voudrais, avant de répondre à cette préoccupation fondamentale qui est en première ligne de notre programme de gouvernement, avoir une pensée pour nos martyrs et nos blessés. Martyrs dont le nombre ne cesse de s'élever, puisque hier nous avons encore enregistré un décès. Et de vous dire que le programme du candidat de l'UNIRPS, donc notre projet de société, est fondé sur comment faire en sorte que après l'insurrection, on puisse bâtir un Burkina Faso qui sera fait d'un changement à l'image, à l'exemple du rêve et des attentes des Burkinabés. Ceci étant, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, c'est d'abord des phénomènes, sinon c'est même un fléau, un cancer qui avait rongé et qui continue de ronger notre société. Ce qui veut dire que pour lutter efficacement contre la corruption, il faut que les Burkinabés eux-mêmes soient vraiment des hommes intègres. L'intégrité ne devrait pas être un mot. Donc c'est l'intégrité qui est votre lutte contre, votre stratégie, l'une de vos stratégies. La promotion des valeurs. Mais pour y arriver, il faut des mécanismes. Très bien. Il faut des mécanismes. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Oui, mais c'est quoi ces mécanismes? C'est mieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces mécanismes? D'abord, le premier mécanisme, c'est la justice. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inégalité. Il faut faire la promotion de l'équité dans ce pays. Et il faut que la séparation des pouvoirs soit vraiment effective. Parce que si l'État n'est pas un État moderne, capable de lutter contre la corruption, on dit que le poisson pourrit toujours par la tête. Oui, c'est vrai. Chaque fois on parle de la justice. La justice a beaucoup de problèmes aujourd'hui, des dossiers de crimes économiques, les crimes desseins également. On en ajoute avec la corruption. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut trouver une stratégie qui est plus spécifique à la lutte contre la corruption? Ça va être plus efficace, n'est-ce pas? Ben, c'est ce que je dis. Il faut s'attaquer au mal à la racine. Faire en sorte que les Burkinabés eux-mêmes ne se laissent pas corrompre, parce que le corrupteur, tout comme le corrompu, devrait être poursuivi de la même façon. Mais la tentation réside, il y a des causes. Il faut s'attaquer à ces causes-là. Qu'est-ce qui a provoqué et qu'est-ce qui crée la corruption? C'est quoi? C'est le salaire qui est faible? D'abord, il y a la pauvreté, il y a la misère, mais il y a la dignité. Si le Burkinabé est vraiment digne, s'il est intègre, il va résister à la corruption. Et je pense que les partis politiques que nous sommes, et quand on se réfère à l'article 13 de la Constitution, notre rôle, c'est de donner un niveau de conscience politique aussi à nos militants. Les faire résister à la tentation. Mais aujourd'hui, combien sont ces Burkinabés
qui tendent la main? Combien sont ces Burkinabés qui sont versés dans la mendicité? Combien sont ces Burkinabés qu'on exploite? Regardez le clientélisme et la corruption électorale. Elle est là. Vous allez donner la parole à présent à M. Yamiogo, donc, qui représente le candidat de l'UPC, Zéphirin Diabré. Alors, au niveau du projet de société de votre candidat, vous avez évoqué la création d'un observatoire neutre pour vérifier l'effectivité de la séparation des pouvoirs. Est-ce que c'est une stratégie qui va permettre de lutter, par exemple, contre la corruption? Oh, merci. Et avant de répondre à votre question, permettez d'abord que je vous présente les excuses du candidat Zéphirin Diabré, qui, pour des raisons de calendrier, aurait bien voulu être à l'émission, mais il n'a pas pu le faire. Et il a toute votre considération et votre estime à l'impossibilité de tenue. Et donc, comme le mandat du CEC, qui stipule que le candidat peut se faire représenter, et dans notre organisation, le candidat peut se présenter comme il peut déléguer. Ça a suscité qu'il a été délégué, et c'est comme ça que nous fonctionnons. D'accord. Maintenant, par rapport à votre question, vous savez que c'est des questions essentielles. Vous posez la question directement, parce qu'aujourd'hui, la question qui est directement posée pose un problème. Cet observatoire que nous avons voulu créer à l'UPC, c'est-à-dire que quand vous regardez, il faut regarder l'objectif. Aujourd'hui, quand vous regardez les cours, quand vous regardez la cour des comptes, vous regardez la CE, ils mettent l'accent sur la régularité de la dépense publique. Qu'est-ce que la régularité de la dépense publique? C'est-à-dire, est-ce que la dépense est conforme à ce qui est prévu? Ce que nous proposons, c'est l'efficacité de la dépense publique. Parce que l'argent qui était investi, si vous ne vérifiez pas l'efficacité de la dépense publique, vous allez investir dans le néant. Voilà pourquoi en faisant cet observatoire, ce n'est pas une structure de plus. C'est pour permettre à ce que des gens, les dépenses ne soient pas faites pour enrichir des gens qui sont derrière, mais pour permettre qu'il y ait un effet induit qui va avoir un impact sur la société. C'est pour ça que nous avons demandé la première des mesures quand notre candidat sera élu. C'est pour ça que nous avons dit que nous allons créer la Cour de répression de la délinquance économique et financière. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est une gangrène. Et elle a pour base le Burkina. Parce que c'est des valeurs que nous devons pouvoir asseoir pour pouvoir amener notre société vers une société débarrassée de la corruption. Tant que la société ne peut pas être de la corruption, nous ne pourrons même pas avoir le progrès. C'est pour ça que la première mesure, c'est ici. Il faut aussi revoir la justice. Vous voyez qu'il y a beaucoup de dossiers qui traînent en justice. L'UPC dit, aujourd'hui, beaucoup de dossiers traînent parce qu'au niveau de la justice, il n'y a pas de formation. On va arriver sur la question de la justice. Oui, en parlant de la corruption déjà, M. Benouendé Sankara parlait tout de suite des causes. Vous, aujourd'hui, quand on regarde les rapports de RENLAC, on remarque chaque année qu'il y a des institutions qui reviennent fortement dans ces rapports. On parle souvent de la douane, on parle de l'administration publique, on parle de la gendarmerie, on parle de la police municipale, la justice également. Est-ce que pour vous, qu'est-ce qui explique cette corruption? C'est quoi le problème d'abord? Nous avons de la faillite de l'État. Aujourd'hui, on dit que le poisson pourrit par la tête. Nous avons eu un système qui a été géré de manière clanique, où tout le monde était corrompu et personne ne contrôlait l'autre. Quand vous regardez, qui va contrôler? Les décideurs étaient mêlés d'abord dans des dossiers de corruption. Les décideurs étaient mêlés d'abord dans des dossiers d'attribution de marché. Qui peut sanctionner qui? On ne peut sanctionner quelqu'un que si soi-même on est un exemple, alors qu'il n'y avait pas l'exemple. Voilà pourquoi la corruption a pris corps, il s'est métastasé, il a pris toutes les pans de la société. Voilà pourquoi il faut un nouveau Burkina. Et dans justement ce nouveau Burkina, là où on parle d'avec plus de justice, quel est selon vous le premier chantier que vous allez développer? Est-ce une réforme ou bien une indépendance d'abord, en concernant la justice? La justice, vous avez vu qu'actuellement, il y a eu même d'abord au niveau des assises de la justice. Les états généraux de la justice. Oui, quand vous regardez, nous prenons corps, nous sommes d'accord pour mettre en œuvre d'abord ce qui est retenu. Et quand vous regardez à l'intérieur, un des éléments que nous allons signaler, c'est parce que aujourd'hui,
les magistrats ne sont pas spécialisés. Regardez dans d'autres pays. Quand il y a des crimes économiques ou de la dette financière, il faut former les gens pour l'emploi. Alors qu'aujourd'hui, quand vous regardez notre système de formation des magistrats, ça ne leur permet pas d'avoir les outils pour aborder certaines questions. Voilà pourquoi au niveau de la justice, il a été spécifié la formation par spécialité pour prendre à corps le problème d'abord de la délinquance financière. On va à présent prendre justement le point de vue de Maître Sankara justement sur cette question de justice. De quoi elle a besoin actuellement? De réforme ou d'indépendance? Madame, quelqu'un a dit dans ce pays que la morale agonise. Et quand cette personnalité a dit la morale agonise, c'est un ténor de l'ancien régime. Donc il sait de quoi il parle. Et c'est une réalité. Pour moi, c'est un phénomène. On a souvent appréhendé la corruption dans ses limites étatiques pour voir la douane et les autres services. Mais c'est la société, notre société qui a mal aujourd'hui. Et pour apporter une réponse appropriée, il faut effectivement, comme je l'ai dit au départ, une transformation d'abord de nos mentalités pour que nous puissions nous accommoder d'un certain nombre de valeurs qu'il faudrait aujourd'hui défendre en vue effectivement d'instaurer un État de droit, un État républicain. Vous voyez par exemple, on parle de plus en plus d'incivisme. Mais derrière l'incivisme, il y a les causes justement de ces agissements. Donc nous pensons qu'il faut simplement insister sur l'ancrage d'institutions fortes qui vont jouer leur rôle démocratique. Oui, et Maître Benouendé Sankara, comment vous comptez moderniser la justice burkinabé aujourd'hui? Quand on parle dans des palais de justice où on nous dit qu'il n'y a pas d'encre, où il n'y a pas d'imprimante, il n'y a pas d'ordinateur, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Parce qu'on entend toujours les mêmes mots. Pour rendre fort les institutions, il faut rendre fortes les institutions, il faut travailler également à ce que la justice soit indépendante, mais on ne propose rien de concret. Vous savez que je suis un acteur de la justice. Mon métier, je suis auxiliaire de la justice. Je travaille à la justice, je connais les réalités de la justice. Oui, vous comptez mettre combien de milliards dans ce secteur-là pour moderniser la justice? Oui, le problème, ce n'est pas le nombre de milliards d'abord. Le problème, c'est d'abord ce que les magistrats eux-mêmes veulent. Leur liberté, leur indépendance. Cela me paraît d'abord essentiel. Garantir l'indépendance de la justice, c'est une question de volonté politique. Qu'est-ce que vous ferez du rapport de la Commission Réconciliation Nationale et Réforme, qui est considéré comme un diagnostic parfait des problèmes de la société burkinabé? Oui, naturellement, comme nous l'avons déjà spécifié, aujourd'hui, ce n'est pas les outils qui ont manqué. Le système qui fonctionnait à l'époque reposait d'abord sur un système injuste où il n'y avait pas de compte rendu, il n'y avait même pas d'abord, vous savez, l'obligation de résultat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre réforme, la première, nous avons dit qu'au niveau de la justice, dès lors que, pour enlever l'influence d'abord du législatif sur le législatif, nous avons dit que le président du FASO ne va jamais présider d'abord le Conseil supérieur de la magistrature, pour laisser libre choix aux magistrats eux-mêmes. Le travail est déjà fait en partie par la Commission Réconciliation Nationale des Réformes. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 5065 dossiers dont la Commission dit qu'il est nécessaire de trancher cette question pour qu'on parle de réconciliation nationale véritablement? Ça, le problème n'est pas à ce niveau. Vous savez, autour au niveau de l'État général de la justice a fait un document. Cette commission a fait un document. Dans notre projet de société, nous allons prendre en compte, tout comme les réformes qu'ils ont proposées lors même d'abord de la transition, nous allons les verser au dossier. Et il faut au niveau national des assises pour voir comment on peut mettre en pratique. Parce qu'aujourd'hui, tant que nous ne serons pas capables de s'asseoir et de donner une boussole, d'avoir une vision commune, vous ne pouvez pas aller sans les autres. C'est pour ça qu'au niveau de l'UPC, il faut des réformes.
Très bien. Excusez-moi de vous couper parce qu'il faut qu'on avance un peu dans le débat. Alors, nous allons passer à la question de la réduction du train de vie de l'État dans vos différents projets. Vous en parlez, par exemple, Maître Benewende, vous parlez de réduire le train de vie de l'État de 30%. Quels sont justement les secteurs qui seront mis de côté? D'abord, c'est de façon générale. Ça veut dire que tous les secteurs sont concernés. Mais il y a des secteurs sur lesquels on peut mettre l'accent parce que souvent, c'est inutile. Je vous donne un exemple. Quand le Premier ministre ou un ministre se déplace et vous voyez une dizaine de véhicules s'aligner derrière, pour nous, c'est budgétivore et c'est inutile. Donc, il faut déjà commencer par là. Quand vous voyez, par exemple, des services publics qui sont logés dans des établissements, dans des immeubles privés où on reverse souvent des loyers faramineux, ça profite bien sûr à des gens. Il faut renoncer à ces contrats, il faut les revoir. Donc nous pouvons, en ce qui concerne le matériel roulant et les immobiliers, assainir la gestion. Mais je pense qu'il faut aller au-delà pour travailler à ce que les agents publics, puisque nous disons que l'agent public doit être un agent de service public, qu'il ait goût au travail et que de par justement cette excellence qu'on veut cultiver, il soit à l'heure et travaille conséquemment, mais avec aussi les moyens qu'on veut lui donner. Donc, de ce point de vue, réduire le train de vie, c'est d'abord donner l'exemple. Et vous savez que dans ce pays, il y avait un chef d'État qui roulait avec de petits véhicules. C'est pas pour l'autant qu'il n'arrivait pas là où il voulait arriver. Et vous avez des agents de l'État qui voyagent en classe affaires, alors qu'en classe économique, il arrive au même moment que celui qui est en classe affaires. Est-ce que M. Benewende Sankara, une fois président, va accepter de diminuer son salaire considérablement et le salaire de ses ministres? Ah, pourquoi pas? S'il faut le faire, on le fera. À combien de pourcents peut-être? Ça dépend de combien, justement, ce salaire est fixé. Puisque nous allons trouver une réalité, il faut réajuster en fonction, bien sûr, de ce que le ministre, avant tout, a une origine, a un salaire de départ. Donc, on va l'indexer pour que ça ne se grève pas sur le budget de l'État. Donc, puisque le salaire n'est pas encore fixé, on ne peut pas parler d'un pourcentage, mais au moins, on peut aller sur la base de ce que le ministre percevait avant d'être ministre. D'accord. Alors, au niveau de l'UPC, par exemple, vous envisagez la création d'un ministère, un ministère de la planification stratégique. Est-ce à dire qu'il y aura beaucoup plus de ministères? Non. Aujourd'hui, quand vous parlez de train de vie de l'État, c'est parce qu'il n'y a pas la planification. Quand vous parlez même des véhicules de gros calibre qu'on paie, il n'y a pas de planification. Vous, au niveau de la TNB, vous avez peut-être besoin de certains véhicules, mais que vous n'en avez pas. Et ce que vous n'en avez pas ailleurs, ils l'ont. Alors que ça ne correspond à leurs besoins. La planification a pour but de faire des dépenses rationnelles, de savoir quels sont les besoins de l'État dans tous les compartiments. Et est-ce qu'au niveau de l'UPC, par exemple, vous avez le nombre de membres du gouvernement déjà défini? Non. Pour nous, l'essentiel n'est pas à ce niveau. Parce que chez nous, en réalité, les gens font des amalgames. Aujourd'hui, il est démontré que les ministres burkinabés sont les mal payés de la sous-région, tout comme le sont les fonctionnaires de l'État burkinabé. Nous ne sommes pas pour la clochardisation des ministres de la République. Nous disons que ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, si les ministres avaient un syndicat, eux aussi revendiquaient même des augmentations de salaire. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème aujourd'hui qui se pose, dès lors que vous avez une planification à faire, au niveau de la planification, vous avez les chantiers à mettre en compte. Le gouvernement reprend la configuration de votre orientation politique. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, si aujourd'hui on peut avoir, l'expérience a montré qu'il y a eu des pays ou des endroits où les gens sont moins nombreux et ils dépensent plus cher même que les plus nombreux. Donc le problème, c'est la planification. Nous disons que pour réduire le temps de vie de l'État, aujourd'hui, quand vous regardez même à la transition, on n'a même pas fait une situation des baux administratifs. Combien d'immeubles
ont été loués dans ce pays pendant des années, sans qu'il n'y ait aucune occupation même de l'État, et que l'État paie des millions par mois. Parce que les ministres, les gourous du système, c'est leur maison. Okay. Aujourd'hui, quand vous regardez les consommations au niveau énergétique, au niveau des consommables, au niveau du téléphone, tout ça a été rationalisé. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de thermomètre. D'accord. Donc ce sera à la charge donc, de ce ministère de la Planification. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut à un moment donné qu'il y ait tout cet inventaire, qu'aujourd'hui même d'abord les besoins là puissent correspondre. Et vous savez que nous sommes dans un état où tout est manuel. Okay. Donc... Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, même les consommables bureautiques, l'État même d'abord fonctionne à 90% de manière traditionnelle. Il n'y a pas de fichier HTTP numérique, donc ça coûte cher à l'État. Et comme tout le monde a une mentalité, ce n'est pas... on doit gérer l'État comme une entreprise. Aujourd'hui, les gens ne voient pas l'État comme une entreprise. Okay. Les gens voient l'État, d'une façon, c'est pas pour toi, c'est pas le bien de mon papa. Donc c'est cette mentalité qu'il faut extirper, montrer au Burkina. Et je pense que c'est ce que vous vous rejoignez sur, voilà, sur le Burkina avec l'intégrité qu'il faille développer avant toute chose. Alors, si tu veux bien, on va avancer avec la nouvelle constitution attendue par les Burkinabés. La proposition... Moi, je voudrais sur ce point du gouvernement dire que moi, président du Faso, je veux une équipe qui ne va pas dépasser 17 ministres. D'accord. Et cette équipe doit tenir compte des priorités du Burkina Faso. Ça veut dire que vous allez scinder les ministères? Ah oui. Nous allons faire des ministères en fonction des priorités et des besoins essentiels des Burkinabés. Combien de temps devraient attendre les Burkinabés si vous êtes président? Si je suis président, j'ai déjà dit dans mon programme que l'état de grâce prend fin avec la transition. Ce qui veut dire qu'au soir du 29 novembre, après la proclamation des résultats, après les formalités, il faut tout de suite aller sur l'ensemble des chantiers prioritaires que nous avons déclinés, parce que les Burkinabés, en faisant leur insurrection, avaient un certain nombre d'attentes et pensent que le gouvernement qui va venir doit régler leurs préoccupations. Oui, mais on entend déjà dans certains partis, on parle des régimes parlementaires, d'autres parlent des régimes présidentiels. Vous, quelle est la constitution qui vous va? Nous avons déjà opté pour, bien sûr, l'application de toutes les recommandations de la Commission des réformes et de la réconciliation nationale. Et nous avons dit qu'il faut travailler sur le registre qui permet à tous les Burkinabés d'adopter une constitution consensuelle et inclusive. Ce qui veut dire qu'il faut effectivement, dans le principe qui sera admis pour qu'on révise la constitution, tenir compte de chaque avis de chaque Burkinabé. Si les Burkinabés pensent qu'il faut plus de parlementarisme, eh bien, on le saura. Dans les 6 premiers mois de votre mandat? Mais dans les 6 premiers mois, nous croyons que la vraie préoccupation, ce n'est pas de modifier tout de suite la Constitution, qu'on aurait dû le faire au début de la transition. De toutes les façons, un travail a déjà été fait par le CNT. Il y a bien sûr une matière qu'il faut approfondir. Mais je pense que la vraie priorité des Burkinabés, après les élections, c'est de restaurer l'autorité de l'État. Alors, la nouvelle constitution est annoncée dès le début dans votre projet au niveau de l'UPC. Quelle est la place du président, mais aussi du citoyen burkinabé dans cette constitution voulue? Oui, nous avons dit, ce sont des questions qui sont déjà tranchées. Oui, en fait, c'était le mode opératoire. Nous, à l'UPC, le passage de la 4e République à la 5e est une nécessité. Mais l'agenda électoral est tel que, avec tout ce que vous avez su, on ne pouvait même pas d'abord, parce que c'était retenu, que découpler les élections municipales avec le référendum. Vous voyez qu'à l'époque actuelle, le premier tour des élections, c'est le 29 novembre. S'il n'y a pas un coup KO, et qu'il y ait un second tour, et que les projections, la transition même d'abord, pour qu'il y ait un président même du Faso, il faut même attendre d'abord pour qu'il prenne serment, c'est en janvier. Naturellement, et comme dit la CENI, la date qui était fixée même pour le 31 janvier, pour les élections municipales, même va connaître un report.
Donc, ce qui correspond à l'UPC, on avait demandé, nous avons notre projet, notre vision de la Constitution. Mais pour qu'on a reproché à la Constitution, la 4e République, d'être taillée sur mesure, d'être façonnée à l'image d'un homme. Oui, mais vous proposez une nouvelle Constitution au Burkinabé dans combien de temps? C'est ça que je dis. Il faut d'abord que le président soit installé. Qu'un nouveau calendrier soit discuté de manière consensuelle avec la classe politique. Et que ce soit une constitution que tout le monde se reconnaît. Qu'il n'y ait pas une constitution qui était taillée même par les hommes forts entre griffes du moment. C'est ça. Vous savez que la constitution actuelle a été faite sur les arrêts de Braise. Okay. Donc c'était à l'image d'un homme. À l'UPC, nous allons, une fois que notre candidat sera élu et installé, il va d'abord entamer des négociations avec toute la classe politique, avec un agenda. Et vous savez que d'abord c'est attendu, le peuple ne va jamais accepter qu'on puisse mettre du temps sans faire les grandes réformes. Mais l'UPC ne peut pas dire dans un mois parce que d'abord tout ne dépend pas de lui. Ok. Alors, il y a une question aussi qui a été posée sous l'ère Compaoré et qui continue également d'alimenter l'actualité, c'est bien la question de la chefferie coutumière. Vous, aujourd'hui, comment vous comptez régler cette question pour ne pas qu'on voit des chefs coutumiers en politique ou pour ne pas qu'on fasse recours aux chefs coutumiers, pourtant, ils n'ont pas forcément par moment leur place, peut-être en politique ou dans l'administration. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour les chefs coutumiers? Dans notre vision, le Burkina, même tel que nous l'avons dit, et comme dans notre projet de société, nous l'avons inscrit qu'il faut d'abord revoir la place et le rôle de la chefferie coutumière. Parce que pour nous, quand vous regardez de la Haute-Volta post-coloniale et post-coloniale, c'était la chefferie traditionnelle que l'Administration s'est appuyée même et pour gérer le pays. Mais bien sûr en perdant nos valeurs. Au niveau jusqu'à la Révolution, la chefferie coutumière était vue comme une force régressive. Donc, il n'avait pas la place. Aujourd'hui, tout est politisé. Il revient dans notre débat national là, qui est posé, que les gens tranchent où on met la chefferie coutumière. C'est de manière consensuelle, et avec les acteurs. Et les acteurs en sont conscients. Pourquoi aujourd'hui doit-on leur permettre, comme dans d'autres pays au Ghana, où il y a une certaine organisation de la chefferie coutumière, où il y a d'abord même un désintéressement de ces acteurs, où il y a d'autres pays, parce qu'ils sont avant tout des citoyens. Donc, cette question sera une question nationale, et ce sera un référentiel et une boussole pour l'action à l'UPC. Est-ce que M. Benoît Sankara, il faut en faire une question nationale? Est-ce qu'il faut discuter de la place de la chefferie coutumière au niveau national avec tout le monde? Je ne sais pas. Mais, je vais vous étonner, mais il y a un chef coutumier, au moment où nous étions de proposer un statut pour la chefferie, qui nous a rétorqué que le chef coutumier, il ne fait que de la politique dès sa naissance. Donc vous comprenez que c'est un phénomène. Et ça fait partie de notre propre culture. Aucun pays ne peut se développer en mettant en rade sa culture, sa civilisation. Et d'ailleurs, les exemples cités par notre collègue illustrent que dans certains pays comme le Ghana, le Niger, et j'en ai vu aussi au Botswana, la chefferie contribue beaucoup plus à l'ancrage institutionnel si effectivement elle est utilisée à bon escient. Ce qui est arrivé sous la Révolution, c'est parce qu'il y avait la lutte des classes. Donc, naturellement, il y a des forces qui avaient été qualifiées de forces rétrogrades par rapport à la vision. Nous pensons qu'il faut aujourd'hui, effectivement, codifier le statut de la chefferie pour lui permettre, effectivement, de jouer son rôle. D'ailleurs, il y a des ONG qui utilisent à bon escient la chefferie, comme des leaders, par exemple dans la lutte contre l'excision. Pourquoi donc ne pas utiliser, justement, j'allais dire, cette institution extra-étatique pour renforcer tout le mécanisme étatique qu'on veut mettre en place. Et bien sûr, il y a d'autres corps aussi. Mais la complexité au Burkina, c'est que souvent on dit qu'il y a des couches sociales, il y a des ethnies qui ne connaissent pas à des degrés divers la chefferie
avec beaucoup plus d'acuité. Tout ça, c'est vrai, et cela nécessite un débat national pour que, effectivement, s'il y a loi, parce que la loi est de portée générale, qu'elle soit vraiment une loi consensuelle. D'accord, donc sur ce point-là, vous vous rejoignez. Alors, nous allons avancer, nous allons évoquer la question de l'énergie et de l'industrie qui vont de pair, et pourtant, le Burkina Faso en souffre. Alors, vous, au niveau de l'Union PS, vous pensez que la faute, souvent, est au manque de transformation des produits locaux aussi, mais quelles sont justement les solutions que vous préconisez pour renforcer ces deux domaines-là ici au Burkina? D'abord, parlant de l'énergie, chaque fois nous disons que le bon Dieu nous a offert gracieusement le soleil. Et la technologie transforme fort heureusement l'énergie solaire. Donc il faut travailler à développer cette énergie, à l'apprivoiser et à pouvoir justement la disponibiliser pour les ménages, etc. Il y a la bio aujourd'hui qui permet également à ce que dans la lutte même contre la pauvreté, pour un meilleur environnement, vous voyez déjà que le Burkina Faso est sur cette piste. Donc il faut continuer à renforcer tous ces aspects-là. Nous avons eu le privilège d'assister à un atelier où on nous a montré cette fameuse machine de la Sonabel qu'on a déplacée très très loin du Burkina Faso à coup de beaucoup d'argent. Et on se rend compte que même quand une pièce ne fonctionne pas, eh bien, on ne peut même plus la trouver. Donc, nous pensons qu'il faut des énergies nouvelles et renouvelables. Et cela peut, en tout cas dans l'immédiat ou dans le moyen terme, renforcer la production de la Sonabel. Oui, c'est vrai, mais l'autre question aussi, c'est comment vulgariser cette énergie solaire. Parce que, c'est vrai, beaucoup utilisent déjà, mais il y a d'autres qui pensent que c'est encore un luxe. Vraiment pas. Je crois qu'il a beaucoup manqué de la communication, il a beaucoup manqué de l'information, et on sait pourquoi. Vous savez, nous sommes toujours dans des pays dominés. Et quand vous avez des puissances qui vous dominent et qui veulent vos marchés, ils vous mentent. C'est cette politique de démagogie-là qu'il faut effectivement dénoncer. Quand on nous parle, par exemple, aujourd'hui du nucléaire, parce qu'effectivement, il y a la possibilité de se faire des rentes sur le dos de l'uranium, eh bien, nous disons non. C'est même terrible. C'est effrayant. Parce que les déchets toxiques, moi, je ne vois pas sur quelle partie du Burkina vous allez installer une centrale nucléaire. Par contre, vulgariser les lampes solaires, déjà que vous les voyez au bord des routes, il y a un mécanisme qui vous permet même de vous passer de la batterie. Et ça, nous avons fait l'expérience. Et c'est cela que nous mettrons à la disposition de nos ménages. Monsieur Amogo, est-ce que le solaire est seulement la solution ou bien vous envisagez le nucléaire, par exemple, à votre maison? Oui, c'est à ce niveau que je ne suis pas d'accord avec le maître Bénédicte Sankara, parce que comme vous le savez, nous sommes dans une société en pleine expansion. Il y a trois types d'énergie. Vous savez, il y a l'énergie fossile, qui est composée par des gaz, et ainsi de suite, qui ont monté d'abord même leurs limites. Il y a l'énergie renouvelable qui font partie, dont l'énergie solaire, et ainsi de suite, thermique, hydraulique. Vous savez, nous sommes dans un pays de savane où nous avons un problème d'eau. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de l'activité actuelle de la Sonabel, ils ont tout conjugué. Nous avons d'abord des balances hydroélectriques. Nous avons des groupes thermiques. L'ensemble de ces deux n'ont pas pu résoudre la question énergétique. Aujourd'hui, le nucléaire, quand les gens le parlent, aujourd'hui même d'abord pour nous c'est une aberration. Parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle qu'aujourd'hui, quand même l'énergie nucléaire, il est en Afrique du Sud, il est au Maroc, il est au Kenya, il est au Nigeria, il est en Côte d'Ivoire. En essence, en Côte d'Ivoire, demander des informations. En instance, oui. En essence, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les problèmes énergétiques, vu sous l'angle national, est réducteur. Aucun État, aucun pays
aujourd'hui pris isolement, ne peut résoudre le problème énergétique. Il faut des projets intercommunautaires entre pays. Et l'UPC dit toutes les dans pistes. ce projet que vous comptez réaliser, vous savez, nous avons un agent, eux, on n'exploite pas. Nous avons un Burkinabé, M. Sanou, qui est le directeur général de l'AIEA, de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire, qui a même fait une conférence de presse sous la transition qui dit que toutes les sources d'énergie doivent être explorées. C'est pour ça que quand nous disons aujourd'hui, notre candidat a travaillé dans ce système, nous avons dit la question doit être à 5 niveaux. Il y a l'immédiat, l'immédiateté. Quand vous parlez de l'immédiateté, ça appelle d'abord à des types d'énergie possibles. Il y a le court terme, le court de moyen terme et le long terme. Et dans ce schéma, toute politique qui ne prendra pas en compte la chaîne du futur est une politique qui est vouée à l'échec. Est-ce qu'avec ce nucléaire-là, vous garantissez au Burkinabé de ne pas vivre des délestages déjà sous votre premier mandat, en mars prochain par exemple? C'est pour vous dire, non, le nucléaire ne peut pas, si on l'adoptait, je vous ai dit qu'il y a des séquences. Il y a d'abord l'immédiateté qui ne peut pas, parce qu'aujourd'hui, l'expérience a montré que l'énergie solaire, telle qu'on l'a, ne contribue à 30%. Et que les outils industriels ne peut pas l'utiliser pour produire. Vous avez cité des exemples comme le Maroc, le Kenya, l'Afrique du Sud. Pourtant, il y a des grands pays également, de grandes puissances qui renoncent à l'énergie nucléaire aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas de crainte? Il n'y a pas de crainte. Aujourd'hui, quand vous parlez aujourd'hui, j'ai l'envie de poser la question. Vous voyez un Boeing. Quand M. Sankara parlait même de conséquences, c'est comme quand un avion tombe, il transporte 216 personnes qui font une catastrophe. Vous voyez que comme les avions tombent, quand ils tombent, il y a 200 morts, il faut les laisser. Mais aujourd'hui, je ne suis pas Tchernobyl pour mon pays. C'est pas Tchernobyl, c'est parce que donc, vous confirmez votre position sur l'énergie nucléaire. Je veux dire que les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Parce que vous savez, dans un pays, les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Moi, je sais que M. Sankara n'est pas bien placé parce qu'il ne connaît pas le nucléaire. Ok, M. Sankara, peut-être vous ne connaissez pas le nucléaire. Est-ce que, au moins, vous en savez assez pour pouvoir le combattre? Tout à fait. Mais je veux dire, moi, je veux mettre l'énergie à la disposition de mes semblables qui n'ont pas de revenus très élevés. Ça, c'est d'un. Donc, je vais avec une politique qui permet aux plus pauvres d'avoir accès à l'énergie. Et ça, c'est simple. Et je dis de deux, il y a les conséquences dangereuses, très néfastes du nucléaire. Parce que quand vous parlez d'installer des centrales, même dans le cadre des grands ensembles, il faut trouver une partie du Burkina Faso pour préserver justement les populations des déchets toxiques. Ça, c'est important. Et le nucléaire consomme beaucoup d'eau. Ça, moi, je le sais. Et en 5 ans, vous ne pouvez pas le réaliser. Donc, vous allez devoir modifier la Constitution pour terminer des chantiers. Voilà, et ça, je lui réponds. Aujourd'hui, c'est ça que je dis que c'est réducteur. Et le mal de l'Afrique. Mais vous n'en parlez pas trop dans votre programme. Est-ce que vous avez renoncé à ce projet-là? Ce n'est pas des projets. Nous avons dit... Non, votre candidat l'a affirmé, il a reconnu, alors que dans votre programme, vous en parlez très peu. Si vous m'écoutez, je vous dis qu'il y a 3 types possibles. Il y a des mises en œuvre immédiates. Il y a des mises en œuvre long terme. Mais quelle est la mise en œuvre? On va peut-être aller rapidement, mais quelle est la mise en œuvre prônée par le PC? Je peux dire que ce que vous dites, c'est que si je parle le mal de l'Afrique, c'est comme votre chaîne nationale. Il faudrait que les gens, quand le directeur national, le directeur de la télé qui est ici, quand vous avez des projets, que les gens ne regardent pas leur mandat pour faire les projets. C'est parce que chez nous, nous sommes dans un pays où quand une équipe vient, il balaye tout ce qui est bon, ce qui est fait est mauvais, tout bien mauvais. Il pense que le monde commence à partir de lui. Sinon, les projets, il y a des projets d'interconnexion hydraulique qui ont commencé avec le régime défunt, qui va se poursuivre avec le qui va venir. Donc l'État est une continuité. Donc les projets majeurs, il y a des projets dont la politique même ne peut pas prendre un mandat. Alors très rapidement, vous parlez de subvention des groupes électrogènes, vous parlez également de l'importation de ces produits-là pour faciliter l'électrification dans certaines localités. Est-ce que déjà vous pouvez nous donner une date pour que le Burkinabé sache qu'une fois UPC au pouvoir, à partir du temps, on ne devra plus parler de délestage? Quand nous avons, dans notre projet de société,
Nous avons dit le couplage. Quand vous regardez les mesures d'urgence, nous avons prévu que dès lors que nous, à partir de la deuxième année, nous devrons d'abord trouver le problème énergétique. Pour la bonne et simple raison que nous avons une dette intérieure. Est-ce que vous savez aujourd'hui? Nous avons une dette intérieure de 540 milliards. Et la loi 013 qui va être adoptée, à elle seule, comporte 400 milliards. Mais le président de la transition a dit qu'on a commencé à épurer ces dettes. C'est pour dire que le prochain gouvernement qui va venir, la dette intérieure, c'est ce que l'État doit aux entreprises, à des gens, dont la pression, il y a certaines fautes de la population. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 1000 milliards même de francs CFA que l'État même, le prochain gouvernement même doit même d'abord faire face pour pouvoir résoudre les problèmes. Donc il n'y a pas de délai. C'est-à-dire que la deuxième année, bon. En 2007, on ne peut pas résoudre le problème parce que d'abord, quand vous regardez techniquement, les choses ne peuvent pas être montées en une année. C'est pas possible. Même si vous appelez un groupe, quel que soit ce que vous allez faire, c'est des mesures ponctuelles. Nous ne sommes pas pour les mesures ponctuelles, nous sommes des mesures structurelles. Merci, M. Yamego. Le Conseil national de transition a adopté un nouveau code minier. Est-ce que, M. Benewende Sankara, une fois président, vous allez adopter ce code minier-là? Très bonne question. J'étais dans une région où il y a une exploitation minière. Je ne vais pas citer de nom puisque c'est des partenaires de l'État. Mais je sais que c'est un échantillon. On trouve les mêmes choses partout parce que c'est les mêmes causes. Quand vous arrivez sur ces sites-là, vous avez des jeunes qui accourent et qui vous disent tout de suite on produit l'or, mais nous mourrons de faim. Donc vous comprenez que d'abord la situation minière du Burkina Faso est une situation tributaire d'un régime où les accords avaient été négociés dans le cadre du SISMIN, dans le cadre justement de grands ensembles, pour permettre à des pays comme le Burkina Faso d'ouvrir les frontières, permettre l'installation justement de ceux qui viennent avec l'argent pour exploiter nos mines. Mais tous les jours que bon Dieu fait, vous voyez que ce sont les Burkinabés qui sont en train de marcher dans la rue pour réclamer justement de meilleures conditions d'exploitation, pour dénoncer par exemple les trous qu'on a creusés, dénoncer les contrats qui sont des contrats bizarres, bidons, parce que souvent on ne connaît même pas l'employeur. Et nous nous sommes rendus compte que, au-delà de tout ça, quand l'or est exploité, ça ne profite même pas aux Burkinabés. Parce que la plus grande partie des ressources sont rapatriées du fait des fautes multiples qui sont dans le circuit. Donc nous pensons qu'il faut tout de suite et maintenant renégocier les accords d'ensemble avant justement d'apprécier la loi. Mais en entendant, cette loi qui a été votée est une loi qui a été revendiquée par des ONG, par beaucoup de groupes de pression, par les populations plus ou moins, et il faudrait dans l'urgence en tout cas l'appliquer. D'accord. Monsieur Yamego, est-ce que quels sont les premiers bénéficiaires, qui devraient être justement les premiers bénéficiaires des recettes minières du Burkina? D'abord, c'est la population locale. La situation a été faite. Ou même, quand vous regardez même d'abord les effets néfastes de les mines, vous allez même d'abord dans ces villages, c'est la délinquance tout trouvé. Les gens n'ont pas d'emploi. Il n'y a pas d'école qui sont construites, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Nous, le problème que je pose, il faut rapidement, dès que nous serons au pouvoir, nous allons dire que nous allons faire l'inventaire des permis miniers. Tous les permis miniers qui ne respectent pas, qui ont été donnés de manière complaisante seront retirés. Deuxième mesure, c'est voir est-ce que ceux qui ont signé les contrats respectent leurs contrats. Si oui, ils peuvent continuer. Sinon, on leur donne un délai pour s'y conformer. Aujourd'hui, c'est pour ça que dans la société minière, c'est parce que les employés sont utilisés comme une bétail, comme une main d'œuvre, et bon marché. Ils n'ont pas
d'action dans l'industrie minière, nous avons dit qu'il faut d'abord l'actionnariat populaire. S'il y a une mine et que les travailleurs sont responsables ou détiennent une partie d'action dans ces mines, vous allez voir même que les grèves vont diminuer parce que d'abord ils savent que la mine, plus elle avance, plus elle est rentable, plus même d'abord même leur survie est là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on les a pris, on a signé, ils sont dans la nature, les gens font des marches, des grèves, l'État n'arrive pas à le faire parce que l'État est trempé même dans l'octroi des permis miniers. Et justement, dans votre programme, vous proposez 700 000 emplois créés en 5 ans. Est-ce que le secteur minier est l'un des secteurs clés de ces emplois créés-là? Absolument, comme tout pays d'autres. Le minier, quand vous regardez, on dit que le Burkina est un pays minier. Dans tous les documents, et quand vous regardez même au niveau national, nous sommes un producteur d'or. Non seulement l'or ne profite pas d'abord au Burkinabé, l'État lui-même, avec tout ce qu'on connaît, et d'abord même quand ils partent, regardez Poura. Quand vous partez voir Poura, c'est un champ de ruines. Donc, si c'est bien exploité, les structures minières d'abord constituent une source d'embauche. Et c'est pour ça que dans la formation des étudiants et de nos cadres, il y a ces filières qui ne sont pas. Parce que la formation faisait au Niger, l'IMIC. Il faut former des étudiants dans les domaines bien précis pour pouvoir avoir même qu'il y ait adéquation entre formation et emploi et les mines est une opportunité. Bien sûr, il y a l'agriculture, d'autres chantiers, mais comme nous sommes dans les mines au Burkina, si c'était des mines qui sont gérées de manière comme des entreprises, c'est un grand pourvoyeur d'emploi et ça contribue à réduire le taux de chômage de nos jeunes. D'accord. Alors moi, j'aimerais passer à d'autres questions. C'est la question de l'industrie. Beaucoup d'industries burkinabées aujourd'hui sont dans des situations difficiles. La dernière en date, c'est le cas de SN Sosiko à Banfora, qui a besoin en tout cas d'un nouveau souffle. Alors, qu'est-ce que, Maître Benouendé, vous allez faire pour l'industrie burkinabé? D'abord, dès l'entame, je disais qu'il faut s'attaquer surtout aux vraies causes. On ne peut pas parler d'industrialisation de notre pays si effectivement ces causes ne sont pas combattues. Rappelez-vous que notre pays, le Burkina Faso, dans les années 1995-96, avait pris 2 lois, la loi 35 et la loi 36, avec une kyrielle d'entreprises qu'on a liquidées au nom de la privatisation qu'on nous avait imposée. Les effets néfastes sont encore palpables. On a voulu, à un moment donné, dire on ouvre notre économie à tout le monde, à tout vent. Conséquence, les exemples que vous donnez, puisque bon, je viens de Banfora, vous verrez qu'on produit la canne à sucre, mais on ne peut pas produire du sucre compétitif, on est obligé d'importer le sucre. Et quand le sucre est importé, il coûte moins cher. Il y va aussi de la pile. Les piles, ça rentre de toutes les frontières, ce qui fait que souvent même ça empoisonne notre environnement. À 50 francs, vous avez une pile. Donc, notre économie est en train de se ruiner comme ça, un peu partout. Nous avons estimé qu'il faut que l'État, s'il ne doit pas être promoteur de ce secteur, qu'il crée les mécanismes de soutien et qu'il protège l'économie nationale. Est-ce que vous allez revoir les sociétés déjà privatisées? Ah mais bien sûr. Nous allons non seulement exiger un audit de toutes les privatisations, mais constituer aussi les responsabilités pour en tirer toutes les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens au nom de la privatisation qui se sont accaparés l'outil de production du Burkina Faso, y compris même les terres. Alors que à l'UPC, le secteur privé est dans votre programme le moteur de la croissance économique, est-ce qu'il faut s'attendre à plus de privatisation, par exemple? Non, avant de répondre à votre question, je vais répondre à Maître Sankara. Parce que ce n'était pas adressé à vous. Oui, mais j'ai vu que je défends mon programme. Mais j'ai vu que votre programme, vous avez le taux de pression fiscale est très élevé. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes, à l'horizon 2020, vous êtes à 46% du taux de pression fiscale. Supporté par les plus riches. Et à ce niveau, vous n'allez pas créer d'entreprise. Vous n'allez pas créer d'entreprise parce que d'abord, vous avez parlé dans vos meetings, je vois que vous parlez des élections populaires.
J'ai vu que là-bas, si vous avez ce taux de pression fiscale, non seulement les UTS vont augmenter, donc vous aurez les travailleurs avec votre dos, vous aurez les sociétés. Depuis 1996, les travailleurs déjà les sociétés de la vie chère. Les sociétés auront des difficultés et c'est les pauvres qui vont primer. Parce que d'abord, les riches vont quitter le pays et vous laisser avec les pauvres. Donc votre projet de société ne crée pas des emplois. Et qu'est-ce que vous proposez à la place? C'est pour ça que nous avons dit ce taux de pression de 20%. Vous savez, dans ce pays, il a été démontré que ce sont les pauvres qui paient l'impôt. Depuis longtemps, quand ce sont les mêmes qui paient l'impôt, les riches ne paient pas l'impôt. Les 20%, c'est la contribution d'abord des couches vulnérables. Parce que dans le temps, que ce soit même les entreprises, les hommes du projet économique, ceux qui ont l'argent, au lieu ils investissent dans le parti présidentiel pour avoir même des exonérations dernières, des exonérations fiscales, pour se soustraire de l'impôt. Et tout l'impôt de 20% est supporté par les plus pauvres. Et comme nous allons lutter même contre la corruption, ceux qui ne payent pas l'impôt, et ils vont payer l'impôt. Et c'est les plus riches. Donc, nous n'allons pas, les couches les plus vulnérables vont toujours supporter l'impôt qu'ils payaient. Ils n'ont pas à donner. Mais ceux qui ne payaient pas l'impôt vont payer l'impôt. Vous allez voir d'abord que les recettes fiscales vont augmenter. Et l'audit et le rapport même du CNT, du Conseil national de la transition, traduit bien l'évasion fiscale, les pertes de milliards par an à l'État. Alors, une question sur l'éducation. Aujourd'hui, on a un système de continuum qui peine à être installé. Est-ce que ce continuum-là sera maintenu une fois que l'UNIRPS sera à Koussiam? Madame, nous avons, dans le cadre de la transition, eu à gérer le MENA. Et chaque fois, je dis que nous avons découvert le continuum parce que il n'était pas dans notre programme politique, tout comme le système LMD. Vous voyez que ces deux systèmes ont été introduits dans notre système éducatif à un moment donné où, en réalité, notre politique éducative a été laissée entre les mains de tout cela qui nous dicte aujourd'hui le chemin que nous devons suivre. Mais il se trouve que quand vous prenez ce système-là, il est évident que le Burkina Faso souvent n'a pas été seul. C'est comme les APE. Quand vous prenez ces choses-là, il y a souvent des rapports interétatiques, contrôlés encore par les grandes puissances. Et quand vous y êtes, vous êtes obligé chaque fois de négocier. Et nous disons, il faut une réforme profonde du système éducatif. Mais quand vous trouvez une situation préétablie, avec à la limite une structure, il faudrait faire très attention pour ne pas créer, c'est-à-dire en voulant corriger, vous risquez vous-même de créer un marasme. Je dis ça parce que nous avons par exemple appris, en étant dans le ministère, que beaucoup d'enseignants du primaire qui sont à Ouagadougou, vous en avez par exemple 4, 5 qui sont dans la même classe. D'accord. Alors, c'est vrai que l'UPC également, avec Rabi Abebo qui représente Zéphirin Diabré ici, souhaiterait également réagir par rapport à ce système-là. Alors, est-ce que vous allez rompre avec le système LMD, vous allez apporter des réformes ou bien qu'est-ce que vous allez faire concrètement? À l'UPC, notre position est claire. Que ce soit la réforme ou bien le LMD, le système n'est pas mauvais. Il y a une mauvaise mise en œuvre. D'accord. Aujourd'hui, si les moyens n'ont pas suivi, une réforme ne se fait pas dans la précipitation. Oui, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pour ça que nous sommes obligés, comme nous l'avons dit, l'État est une continuité. Vous ne pouvez pas aujourd'hui
C'est un endroit sensible. Si vous ne pouvez pas aujourd'hui venir fermer les... Parce que l'objectif, c'est quoi? On veut que dans le continuum, que quelqu'un il reste dans la même école pour continuer et éviter même le taux de déperdition. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, si vous allez les fermer, vous allez mettre beaucoup d'enfants dans la rue. Donc ce n'est pas plus ça. On retient que vous approuvez, vous êtes d'accord avec le continuum. Il faut accompagner et mettre les moyens qu'il faut pour que le continuum puisse réussir. C'est la mauvaise mise en œuvre. Le système, lui, n'a pas de problème. Il nous reste encore quelques minutes, Albert. Oui, justement, moi je veux qu'on en parle, la question de la santé. Aujourd'hui, c'est presque la justice aussi, c'est des problèmes qui ne finissent pas, on n'a pas de solution. Maître Benouane Sankara, quelle est l'ordonnance, votre ordonnance? Ah, vous parlez d'ordonnance. L'ordonnance est avant tout une prescription d'un médecin. Justement. Et on les trouve aussi chez les juges. Mais ici c'est médical. Donc, notre ordonnance est très simple. C'est travailler à ce que les plus démunis puissent avoir accès au système de santé. Et nous avons dit qu'il faut prendre en compte comme priorité la santé de la mère et de l'enfant, jusqu'à au moins 5-6 ans. Pas de soins gratuits, en créant bien sûr les structures. Et justement, quand vous créez les structures, il faut leur donner la logistique appropriée. Mais je veux dire que la première logistique, c'est l'agent de santé. Si des gens désertent le service public aujourd'hui au profit des cliniques, il y a un problème. Il faut commencer à corriger, à réformer. Et dans ces réformes-là, on fera en sorte que ce système de santé, effectivement, soit accessible. Est-ce que une des réformes, peut-être, c'est revaloriser la rémunération, ou bien la formation, la rémunération et tout ce qui suit de ces agents de santé-là? Il y a la formation, il y a la rémunération, mais il y a aussi les infrastructures. Ok. C'est vrai. Parce que à l'UPC, qu'est-ce que Zéphirin Diabré propose? Nous avons une ambition grande pour le domaine de la santé. Et aujourd'hui, le régime défunt avait voulu transformer d'abord les CSPS des communes rurales en CMA. Ils ne l'ont pas fait. Nous allons les transformer en CMA pour que dans chaque commune rurale, il y ait un médecin. Aujourd'hui, le nombre de CSPS, il faut rapprocher les CSPS des populations. Aujourd'hui, les gens parcourent beaucoup de kilomètres pour avoir d'abord un CSPS. Nous allons mettre l'accent à ce niveau. La formation, nous aujourd'hui, quand vous regardez au Burkina, on n'a même pas un plateau. Quand on regarde le nombre d'argent que l'État éjecte pour les évacuations, les gens partent faire ou périr ou traiter en Europe hors du pays. Il faudrait qu'au niveau du Burkina, nous avons des plateaux techniques qui n'ont pas à envier avec les centres de la sous-région pour prendre en charge d'abord la santé des Burkinabés. Oui, merci Monsieur Yamiogo. Excusez-moi, vous aurez l'occasion de mieux étaler tous ces programmes-là lors d'une prochaine rencontre face à des journalistes, et là vous serez seul. Alors, ou votre candidat bien sûr. Nous arrivons au terme de cette heure qui nous était impartie. S'il y a un deuxième tour, Monsieur Maître Benouane Sankara, avec quel parti allez-vous faire des alliances? Est-ce qu'il y aurait des alliances même à votre niveau d'abord? Et puis quels seraient les partis avec lesquels vous allez vous allier? D'abord, pour moi, la première alliance fondamentale, c'est faire alliance avec le peuple du Burkina Faso. S'il y a deuxième tour, c'est sûr que je serai le premier et que les autres vont me soutenir. Oui, mais est-ce que vous allez accepter toute alliance si vous êtes premier? Toute alliance, c'est-à-dire? Ça veut dire que tout parti politique qui souhaite vous appuyer, vous allez accepter? Mais si un parti politique veut soutenir notre programme, qui est le changement sankariste, il est le bienvenu. Le CDP déjà a tendu la main parce que le CDP... Vous voyez que le CDP n'a pas tendu la main à Maître Sankara. Pourquoi? Il sait à qui tendre sa main. Ah bon? Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à faire des alliances en cas de second tour? S'il y a un second tour, est-ce que Zéphirin Diabré est prêt à faire des alliances? Nous allons faire alliance avec les Burkinabés. Okay. Oui, mais il y a des formations politiques, il y a des partis politiques. C'est les Burkinabés qui nous intéressent. Aujourd'hui, le premier tour, vous savez, ça c'est le domaine politique. Les résultats au soir du 29 novembre, nous pensons d'abord que nous allons faire un coup KO. D'accord. Ah bon? Donc nous n'avons pas besoin d'alliance. Et si le peuple décidait autrement, nous allons voir avec qui gouverner.
Et nous, vous avez eu le soutien. Nous allons faire tendre la main de Sankara pour qu'il rentre dans le gouvernement et pour travailler. Vous avez déjà eu le soutien d'une dizaine de partis politiques, on peut le dire ainsi. Alors, est-ce que vous êtes prêt à accueillir le CDP si le CDP donnait son soutien à l'UPC, à Zéphirine Diabré? Nous avons été clairs. Nous n'avons pas signé de relation avec le CDP. Nous avons dit que les militants, le projet de société que nous allons mettre en place, les hôpitaux que je viens de dire, si l'UPC les construit, il va accueillir tous les Burkinabés. Merci, il ne va pas dire que c'est des militants de l'UPC ou du CDP. Si des gens pensent que le programme du docteur Zéphirine Diabré peut rencontrer assentiment, qu'ils votent le candidat de l'UPC. Et ce sera donc le mot de la fin pour nos candidats. Nous arrivons au terme de cette émission. Donc le Conseil supérieur de la communication a une autre émission lors de laquelle le candidat est face à des journalistes. Il est là pendant 90 minutes. Il a la latitude d'expliquer le contenu de son programme. Merci à vous, chers candidats, d'avoir été sur ce plateau. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce dernier débat au cœur de la présidentielle. Très belle soirée sur la télévision du Burkina.